Bonjour, les journalistes étrangers sont souvent étonnés par la proximité, voire parfois la complicité de leurs confrères français avec les hommes et les femmes du pouvoir politique français, et il arrive même que les humoristes se moquent de cette complicité. John est correspondant politique en France pour un journal britannique. Quant à Jean-Pierre, il est animateur dans une radio parisienne. A priori, aucun point commun entre ces deux hommes. Pourtant, pour Vie ma vie, Jean-Pierre a accepté de passer 48 heures dans la peau d'un journaliste. Très vite, Jean-Pierre se retrouve plongé dans un univers complètement nouveau pour lui. Tu vas vraiment poser cette question? Monsieur Sarkozy, oui. Comptez-vous rembourser aux contribuables vos dépenses de campagne prises sur le budget du ministère de l'Intérieur? Alors, c'est quand même extraordinaire. Je suis très choqué. Je sais pas comment il fait. C'est comme s'il n'avait aucune pudeur. Ah, mais merci, mais plus jamais ça, hein. Le prend pas mal, hein. Journaliste, c'est intéressant comme boulot, mais ça marcherait jamais en France, ça. Alors, comment les journalistes étrangers voient-ils la campagne française? Pas de confrères britanniques avec nous sur ce plateau, mais 3 confrères de 3 nationalités qu'on entend rarement sur les plateaux de télévision français quand on donne la parole aux journalistes étrangers. Alors, Liu Yi, vous êtes la correspondante à Paris de la chaîne privée chinoise Phoenix TV, qui est une chaîne qui appartient pour partie au groupe Murdoch. Louis Kemayou, vous êtes camerounais et vous êtes le correspondant à Paris du quotidien camerounais Le Messager. Vous travaillez aussi pour la BBC Afrique. Enfin, Magnus Falkehed, vous ressemblez un peu aux journalistes britanniques qu'on vient de voir dans l'extrait, là, mais vous êtes suédois et vous travaillez pour le quotidien suédois, attention, je vais lire, Aston Bladet. Mais nous allons commencer avec vous, David Abiker, par le choc frontal d'un journaliste français, Jean-Pierre Pernaut, et de la présidentielle. Voilà, il s'est passé quelque chose dans l'audiovisuel cette semaine, dans le plus français de tous nos journaux de 13 heures, celui de Jean-Pierre Pernaut, qui s'est exceptionnellement intéressé à la politique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit que c'est exceptionnel. Dans ce journal, on va essayer de mieux faire connaissance avec eux. On entend rarement les hommes politiques s'exprimer dans cette édition de 13 heures. Alors là, je me suis demandé comment TF1, chaîne à vocation majoritaire, allait coexister dans ce moment de télévision avec des candidats qui étaient plutôt minoritaires, en tout cas pour les 2 premiers d'entre eux. Par exemple, comment faire que les téléspectateurs de TF1 s'intéressent à 2 candidats représentant des organisations trotskistes. À cette heure-là, Jean-Pierre Pernaut a trouvé la solution. Il a évité les questions qui fâchent. Votre métier, c'est artisan maçon, maître maçon. Maître artisan maçon. Je suis facteur, voilà. Je reste facteur depuis 2002, c'est mon métier. Voilà, un facteur et un maçon, c'est pas encore le grand soir, ce qui permet d'avancer vers des sujets beaucoup plus polémiques. Quels sont vos loisirs préférés? Vous aimez la lecture, le cinéma? J'adore relire. Mais ma passion, ma vraie passion, c'est le rugby. En dehors de la politique, vous aimez quoi? J'adore plein de trucs. J'adore d'abord ma famille, ma vie personnelle, auquel je tiens beaucoup. J'adore bouquiner, j'adore le sport. Voilà, moi j'ai eu très peur qu'à un moment donné, il cite le Capital de Karl Marx. Heureusement, on a évité la catastrophe, ce qui a permis finalement à Jean-Pierre Pernaut de radicaliser son discours. Votre région préférée? La France. Quand je peux prendre quelques jours de repos, je visite la France et croyez-moi, partout en France, c'est beau. Votre région préférée, là où vous aimez aller en vacances? Sans rentrer dans la vie privée, mais sans rentrer dans la vie privée, le sud de la France. Voilà, j'aime bien, j'ai un petit coup de cœur pour Marseille. Voilà, moi aussi d'ailleurs. Et des régions au service public en milieu rural, on en arrive enfin à la vraie politique et là aussi ça va très bien se passer. Quel est votre cheval de bataille dans cette campagne? Je suis contre l'intercommunalité forcée. Et je demande que la France se retire du traité de Maastricht immédiatement. Et pour les communes, la défense des services publics? Ah, écoutez, le commune sans service public ne peut pas exister. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'il y aura un service public postal qui serait rétabli dans les quartiers populaires et dans les zones rurales. Partout, on les a fait fermer pour cause de non-rentabilité. Et je sais que le facteur, ça reste un lien social très fort. Et le facteur, c'est parfois la seule personne que des personnes âgées voient passer dans la journée.
Voilà, et là on assiste à une espèce de synthèse formidable entre les préoccupations de Jean-Pierre Pernaut, qui sont les services publics, les petites communes, etc., et puis le programme des organisations révolutionnaires ouvrières, qui n'hésitent pas à s'ouvrir à ce qui se passe à la campagne. Et ça montre que les petits candidats marginaux, a priori, sont solubles dans le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, à moins que ce soit Jean-Pierre Pernaut qui soit lui-même soluble dans le trotskisme. J'en sais rien, mais le lendemain matin, Jean-Pierre Pernaut recevait un candidat, cette fois-ci taillé pour son journal. Un homme attaché aux traditions, à la pêche, à la nature et à la chasse. Mais là, Jean-Pierre, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a eu une très drôle de question. Si j'ai bien lu votre curriculum vitae, vous êtes bourré de diplômes, droit économique, droit européen, ruralité, tradition, avec autant de diplômes, avec autant de connaissances, c'est pas antinomique ? C'est vrai, je veux dire, à la campagne, les diplômes, ça n'a jamais servi à rien. Les gens qui vivent à la campagne, d'abord ils comptent sur leurs doigts, 1, 2, 3, comme ça, et ils réfléchissent pas, ils ont juste le bon sens. Donc les diplômes, franchement. Alors ça, le chasseur, ça lui a pas plu. Alors il a sorti son fusil, il a ajusté, il a visé, et il a tiré, et il a touché. Il faut sortir de l'image du rural qui est forcément soit un agriculteur, soit quelqu'un du village. On peut s'en sortir tous, c'est pas incompatible et je mets justement mes diplômes au service de cette ruralité. Voilà, et moi je dois dire, je ne sais pas si je vais voter pour ce candidat, bien entendu, mais j'ai adoré voir le candidat de la ruralité, ou en tout cas un d'entre eux, donner des leçons justement de ruralité aux spécialistes nationaux de la campagne et de la région à la télévision. Grand moment de télé. Ce qu'on appelle les petits candidats, donc qu'on vient de voir apparaître sur les écrans de télé là ces jours-ci, ça vous intéresse? Ça intéresse vos médias, vos rédactions sont demandeuses d'articles sur ce sujet-là, Magnus? Pas une avalanche d'articles, mais oui, on a dressé toute la liste, Juste une liste, des 12 candidats. On les a présentés à peu près parce que, disons, ensemble, ça donne un arc-en-ciel assez significatif de paysage français. Vous avez insisté sur l'un d'entre eux, non? Il y en a un qui vous a tapé dans l'œil? Dans les petits candidats? Oui. Non, c'est plus le fait qu'il y en a tant de candidats trotskistes encore, qu'il y a des candidats de ruralité, tout ça, ça paraît très folklorique en Suède. Et pour votre journal? Non, il n'y a pas eu un ça intérêt. Pas du tout? Non. Oh, bah, dis donc. Non, parce que le seul aspect qui aurait pu intéresser les lecteurs ou les auditeurs par rapport aux petits candidats, c'est le fait qu'il y ait émiettement de voix dans un camp ou dans l'autre. Mais là, on le voit déjà avec Bayrou, c'est lui qui intéresse beaucoup plus que les petits candidats. Ah bon? Et par exemple, je ne sais pas, moi, le phénomène Le Pen qui est encore là, ça non plus, en Afrique, ça n'intéresse pas, ça n'interroge pas? Il y a eu une énorme polémique parce que la femme de Jean-Marie Le Pen était au Cameroun ces jours-ci. Elle est allée, dans le cadre de ses activités associatives, rendre visite au sud du Cameroun où elle soutenait une association caritative et elle a été reçue par l'épouse du président camerounais et elle s'est fendue d'un communiqué où elle disait que la présidence du Cameroun, donc le président et son épouse, partagent les points de vue de Le Pen. Donc il y a eu un tollé général dans la presse au Cameroun. Et alors dans ces cas-là, on vous appelle à Paris, on vous dit fais-nous des papiers, vérifie. Non la vérification, la polémique a déjà enflé au niveau du Cameroun. Là, je suis en train de prendre contact avec le paquebot pour savoir ce qui se passe. Le quartier général de Le Pen pour voir ce qu'il en est exactement. Mais j'ai pas encore pu entrer en contact avec Jeanne Le Pen. D'accord. José Bové, l'altermondialisme, ça non plus. Alors là, non, rien. Non, vraiment pas. D'accord. Et en Chine, les Chinois, ils savent qu'il y a un facteur. Il y a Le Pen toujours, il y a communiste, il y a voilà, mais sans plus. Non, mais ce qui a surpris les Suédois avec les petits candidats, c'est plutôt cette spécificité française de répartition de la parole, de temps de parole, pendant cette phase de la campagne. Ah, ça vous a surpris? Ah, oui, pourtant, on dit toujours la Suède, c'est un pays formidablement égalitariste. Donc, au contraire, ils auraient dû reconnaître autant aux représentants de chasse, pêche, nature, tradition et Sarkozy, ça n'a aucun sens pour ça a surpris même les égalitaristes suédois. Absolument, oui. Bien, alors on va revenir à vous dans un instant, mais Maya, avec vous d'abord, la manière dont Nicolas Sarkozy a inventé des ministères dans les pays européens. Voilà, vous vous souvenez, c'était il y a une quinzaine de jours sur France 2, Nicolas Sarkozy faisait part de son intention de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, s'il était élu. Et donc c'est un projet qui avait provoqué quelques critiques assez vives. Alors pour se justifier, les jours qui ont suivi, le ministre a trouvé un argument imparable qu'il donnait à Christine Ockrent sur France 3. J'ajoute que j'ai regardé
Tous les pays européens ont un ministère de l'immigration. Et quelques jours plus tôt, sur le plateau de TF1, il était encore plus précis. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 qui ont un ministère de l'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Voilà, donc on serait les seuls sur les 15 pays de l'ancienne Union avant l'élargissement à ne pas avoir un tel ministère. Donc j'ai fait un peu le tour des ambassades des 14 autres et c'est pas exactement ce qu'on m'a dit. Alors, pour être précise, en fait, sur les 14 pays de l'Union avant élargissement, il y a 8 pays qui ont un ministère, un secrétariat ou un secrétariat d'État ou un département, donc rattaché à un ministère, avec immigration dans l'intitulé, mais avec une philosophie quand même très différente. Par exemple, on a l'Espagne, qui a bien un secrétariat d'État chargé des questions d'immigration et d'émigration, mais celui-ci est rattaché au ministère du Travail et des Affaires sociales, et on m'a dit que c'était pour sortir d'un traitement uniquement policier des questions d'émigration. Alors en revanche, au Danemark, vous avez un ministère des réfugiés, des immigrés et de l'intégration. Donc c'est un mot qui change quand même pas mal de choses. Donc parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais au Royaume-Uni, où il existe au sein du ministère de l'Intérieur un ministre délégué chargé des questions de nationalité, de citoyenneté et d'immigration. Voilà, merci beaucoup pour ces précisions. Les bons comptes font les bons candidats. Juliette Bernard, deux techniques en fait pour terrasser Laurence Parisot. Oui, Laurence Parisot qui a eu l'occasion de s'exprimer 2 soirs de suite sur le plateau de France Europe Express. C'était d'abord face à Ségolène Royal et puis le soir suivant c'était face à Nicolas Sarkozy. Alors comme elle représente les patrons qui n'ont pas forcément bonne presse dans la campagne, les 2 candidats ont été amenés à tenter de la traiter en adversaire et si possible à la dominer chacun à leur manière. Alors on commence avec la manière royale qui n'a pas raté une occasion de faire la leçon à la patronne des patrons. On aimerait bien comprendre qu'est-ce que vous faites avec la durée du travail, avec les 35 heures. Je vais vous répondre, Madame Parisot, et ensuite je vais vous poser une question. Parce que moi, je fais un effort pour sortir des dogmes. Vous aussi, vous devez faire un effort pour sortir des dogmes. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous, Madame Parisot, vous sortiez de ce dogme. Quel dogme? Du dogme de mettre toujours en avant la question des 35 heures. Les représentants des organisations syndicales, CGT, CFDT, sont bien plus en avance que vous sur la modernisation de l'économie. Et tac, voilà le MEDEF ringardisé à la sauce royale. La méthode Sarkozy est un peu différente. Lui s'attaque attaque les salaires sans beaucoup d'égards ni beaucoup de regards pour la chef du MEDEF. Alors à partir de ce moment, il faut que je sois franc avec Madame Parisot. Je ne suis pas d'accord pour financer des allègements de charges sans discuter avec le monde de l'entreprise de la politique salariale. Donc vous voyez, moi je suis pour une politique pour l'entreprise, pour les entrepreneurs, pour alléger vos charges, mais il faut qu'on puisse discuter tranquillement d'un problème majeur dans notre pays, celui des salaires. Et toc, c'est dit. Mais vous le voyez, c'est dit à Christine Ockrent et non pas à Laurence Parisot. Et dans cet échange, la majorité des regards de Sarkozy sont adressés sur sa droite, où sont situés les 2 journalistes, et non pas sur sa gauche, où se situe Laurence Parisot, qui du coup a bien du mal à reprendre la parole. Et oui, car c'est en regardant mon interlocuteur que je lui permets de reprendre la parole sans coup de force. Et Sarkozy, qui le sent, évite le plus possible de laisser cette opportunité à son adversaire. On pourrait parler chez Sarkozy de ce que j'appellerais la stratégie de l'araignée. Quand il veut prendre le dessus sur un interlocuteur, Sarkozy tisse sa toile en s'appuyant sur le comme une araignée sur les petites branches. Il pose son regard comme un fil sur les témoins de l'échange, il circule de l'un à l'autre et n'adresse à son interlocutrice réelle que de très brefs coups d'œil, bien trop rapides pour lui permettre de reprendre la parole, au point qu'on finit presque par l'oublier, Laurence Parisot, alors qu'il était impossible d'oublier Madame Parisot dans son échange avec Madame Royal. Elle n'a pas cessé de l'interrompre, et ça c'est pas seulement du fait de leur antagonisme idéologique, qui est évidemment très marqué, c'est aussi parce que l'attitude de Royal est diamétralement opposée à celle de Sarkozy. Chez Royal, le système des regards est massivement orienté sur son adversaire, qui peut du coup assez facilement reprendre la parole, mais alors il faut beaucoup de souffle, car la méthode Royal s'apparente à celle du boa. Elle procède lentement et cherche l'élimination de l'adversaire par étouffement
progressif. Alors certes, elle permet à son interlocuteur de reprendre la parole, mais c'est pour tenter à chaque fois de lui voler le dernier souffle, le mot de la fin. Un peu comme un boa resserre l'étreinte à chaque soubresaut de sa proie. Et donc voilà, on a vu un petit peu du boa, un petit peu de l'araignée, et la fable qui reste à écrire, c'est comment ça fait quand une araignée joute avec un boa. On verra bien, peut-être. Merci Judith. Alors, il paraît que la campagne présidentielle française passionne les médias étrangers, c'est en tout cas ce qu'on lit dans la presse française, mais est-ce que les journalistes étrangers en poste à Paris voient bien la même campagne que nous? Nous avons posé la question donc à 3 journalistes qui sont présents avec nous sur ce plateau, 3 continents représentés, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Alors, Liu Yi, Yulia, a réussi à rencontrer les principaux candidats français. Alors vous suivez la présidentielle au jour le jour, mais sous un angle très précis, c'est celui des relations franco-chinoises. Et c'est en rapport avec votre pays que vous posez les questions aux candidats à la présidentielle française. Ségolène Royal se rendra en Chine du 6 au 9 janvier et rencontrera le gouvernement à Pékin, ainsi que les partenaires économiques et culturels de la France. La Chine est un des pays qui en effet a été choisi, il y a eu des invitations et il n'y a pas de raison autre que l'importance que la Chine peut jouer comme puissance de paix et comme puissance économique. Répondant à nos questions, Nicolas Sarkozy a affirmé que la Chine est un des exemples de pays émergents qui a désormais une responsabilité en matière de paix et de stabilité internationale. Et la Chine, madame, ça compte beaucoup dans la paix pour le monde. François Bayrou s'est rendu au Salon de l'Agriculture. D'origine paysanne, il a montré d'emblée son intérêt pour les tracteurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est la volonté qu'il a exprimée à plusieurs reprises de protéger les produits français des produits chinois importés en France. François Bayrou souhaite que les échanges soient équitables et nie être protectionniste. Moi, je suis pour qu'il y ait du commerce, mais que le commerce soit équitable. Et serez-vous un leader pour les étrangers qui ont émigré en France, pour les affaires, pour le business? Ça, je pense que oui, et je pense qu'ils le savent. Alors, ce qui vous intéresse, vous, c'est ça, c'est les relations avec la Chine. Hein. En fait, c'est ce qui intéresse pour tous les Chinois en Chine, et même en France, les Chinois en France. Et parce que vous travaillez aussi pour eux, parce qu'il y a aussi les Chinois de France qui vous regardent, c'est ça? Oui, Phoenix TV, ça se diffuse sur 5 continents. Donc il y a les Chinois dans le monde entier, et puis il y a les Chinois en France surtout. Donc ce que je fais, c'est en fait pour les autres pays en Europe, la personne connue et importante, c'est le Premier ministre. Élu par la Chambre des députés, mais en France, c'est tout à fait différent. C'est les personnages de chaque candidat, ça compte. C'est un jour, en fait, entre un homme ou une femme et tout un peuple. Ah oui. Donc, c'est les personnages. Mais ça a été facile d'arriver à avoir des interviews. Ils sont réceptifs à la presse étrangère ou vous avez eu du mal? Par exemple, Bayrou, ça s'est passé comment? On voit que vous l'interrogez là. Ou alors Bayrou, en fait, quand j'appelle comme tous les journalistes, j'appelle attaché de presse, je présente notre chaîne de télévision qui est le premier et le plus grand réseau de télévision privée en Chine. En général, ils la connaissent? Il y a quand même. Ils vous connaissent ou vous devez vous présenter? Il y en a certains qui ont déjà entendu parler, et sinon, oui, mais avec plus de 130 millions de téléspectateurs, ça l'intéresse. Et en plus, parce qu'on a suivi depuis le début, j'ai suivi Royal Sarkozy depuis 2006, fin 2006. Donc eux, ils sont plutôt plus ou moins au courant, quoi. En même temps, on voit que vous avez une interview de Bayrou, mais vous n'avez pas réussi à avoir l'interview de Royal. Avec Madame Royal, c'est une histoire un peu étonnante. Elle a choisi la Chine comme son première visite pour l'année 2007. C'est-à-dire pour elle, c'est assez important. Mais j'ai eu mal d'avoir un échange avec elle vis-à-vis. D'après les gens autour d'elle, les Chinois sont pas très importants pour elle, pour la campagne. Mais on vous a dit ça? J'ai entendu parler de ça, j'ai reçu des informations. Mais si vous voulez, en France, même simplement sur Île-de-France, il y a 450 000 Chinois officiels, dont moitié ont droit de voter. Et cela, ça fait le chiffre exact, les voix manquées pour Lionel
enfin, en 2002. Oui. Donc, je suis prête de en faire Madame Royale une calculatrice made in China pour qu'elle puisse compter. Mais... Pour vous, comment ça se passe quand vous appelez les quartiers généraux des candidats et que vous demandez un entretien? Je ne sais pas si vous l'avez fait d'ailleurs. Je l'ai fait. Et je dois dire que j'ai beaucoup moins de chance que Liu parce qu'on n'a pas 130 millions d'habitants au Cameroun, on n'en a que 16. Et le fait est qu'aujourd'hui, vu le vide qu'il y a sur la politique internationale des différents candidats, que ce soit pour les chaînes africaines, on a essayé de se monter même en poule pour aller voir les candidats et leur dire, vous faites une interview groupée avec tous les représentants de l'association de la presse panafricaine que je représente ici. Et donc ça permettra qu'au moins on ait un contact avec vous en direct. Ça n'a pas été possible pour le moment, on y réfléchit. Avec personne avec personne. On n'a pas encore eu les 3 grands candidats, non. Alors, vous n'avez pas rencontré seulement les candidats, vous avez aussi rencontré un ministre français. Et alors, Yulia, on a remarqué qu'elle lui a tiré une phrase étonnante. Oui, la veille du visite du ministre des Affaires étrangères, M. Douste Blazy, en Chine, vous l'avez rencontré, il vous a accordé une interview où il a fait l'éloge de la Chine avec un argument surprenant. Avant sa visite officielle en Chine, Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères, nous a accordé une interview dans le salon de réception du ministère. Ceci nous montre l'importance de cette visite. Il affirme que tous les entrepreneurs français souhaiteraient profiter de la croissance économique de la Chine, soulignant les valeurs et la culture que les 2 pays partagent. Les relations que nous avons avec la Chine sont excellentes. Il y a peut-être une chose aussi qui est importante, c'est que la Chine, c'est avant tout une très grande civilisation. Une très grande culture, qui vient de très loin, qui n'a jamais fait la guerre à l'extérieur de ses frontières. Nous avons le plus grand respect, peut-être parce que nous-mêmes, nous venons aussi d'une culture, d'une civilisation ancienne. Oui, qui n'a jamais fait la guerre en dehors de ses frontières. Yulia, évidemment, ça nous a un peu étonnés. Oui, cette phrase nous a beaucoup surpris. J'ai appelé le spécialiste de la Chine en France, c'est Jean-Luc Domenac, qui m'a expliqué que rien que dans l'histoire de la Chine populaire, elle a participé à plusieurs conflits extérieurs, et je vais vous en citer quelques-uns. En 1950, la guerre de Corée, avec 1 million de morts côté chinois, 2,5 millions en tout. En 1962, l'attaque de l'Inde avec 400 000 morts, et c'est sans oublier l'invasion de Tibet en 1950 que la Chine considère faisant partie de ses frontières. Oui, alors vous avez appelé le ministère des Affaires étrangères pour savoir s'il s'agissait d'une erreur du ministre ou d'une révision radicale de la vision diplomatique française. Oui, c'est dans ces termes-là que j'avais posé la question, mais malheureusement, on est resté sans réponse. On ne vous a pas répondu. Quand il vous dit ça, que vous êtes en train de l'interviewer, vous vous rendez compte que c'est une énormité historique, que c'est faux? D'abord, moi, je ne suis pas spécialiste sur tous les détails et je suis non plus une journaliste politique. Je fais simplement tous mes sujets en France, je suis correspondant en France, je fais tous les sujets, il n'y a pas que les politiques. Donc quand le ministre il a dit cette phrase-là, j'ai bien noté, ça c'est la parole du ministre. Donc je crois que c'est mieux de voyer avec le ministre qu'avec moi, cette phrase-là. Est-ce que ça jette bien? On a essayé, mais il ne nous a pas répondu. Alors, dernier aspect, il peut arriver que la Chine s'invite par raccro dans la campagne présidentielle française, Yulia. Oui, mardi dernier, il y avait un meeting dédié aux victimes des massacres de Darfour. Certains candidats à la présidentielle y sont allés, par exemple François Bayrou, qui a menacé de boycott les Jeux Olympiques de Pékin. Et hier soir, à la Mutualité, un meeting était organisé pour le Darfour, à l'initiative du collectif Urgence Darfour, avec notamment Bernard-Henri Lévy. 2 candidats à l'élection présidentielle, François Bayrou et Ségolène Royal, étaient présents. Tous 2 ont proposé de faire pression sur la Chine en menaçant de boycotter les Jeux Olympiques de 2008. Pékin, en effet, soutient le Soudan, principal responsable de ces violences. Là par exemple, ça concerne les Chinois, ça, un candidat qui propose de boycotter éventuellement les JO de Pékin. Vous avez fait un reportage? Oui, même ça se passe dans beaucoup de presse en Chine. Les gens, il n'y a pas longtemps, mais les gens, c'est le 20 mars, le soir même, le 20 mars. Et là, vous avez senti déjà commencé de parler de cela. Et vous avez senti que votre rédaction avait envie d'avoir des sujets là-dessus, que ça les intéressait? Bien sûr, moi je ne donne jamais mon sentiment personnel, je raconte tout ce que se passe. Alors, pour rester dans la campagne présidentielle française sur les images qui ont marqué, Yulia, nos 3 invités, on va rester chez Bayrou et dans le machisme agricole avec l'image choisie par Magnus. Oui, vous avez choisi l'image de l'envoyé spécial où on voyait François Bayrou sur un tracteur. Ses racines, son béarn, ses terres, voilà ce qu'il a à cœur de montrer.
et puis aussi son tracteur. François Bayrou a insisté pour que nous filmions cette image, insolite pour un candidat à la présidentielle. Avoir de la terre sous ses semelles, faire partie de cette France paysanne, pour lui, c'est un atout dans cette campagne. Non, parce que je me disais qu'une partie de l'interview pourrait se faire accoudée contre le tracteur. Vous voyez? On va parler une seconde. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle va dire, vous avez 2 tracteurs. Je dis oui, parce que le tracteur est un endroit sur lequel je réfléchis très bien. Pourquoi vous avez choisi cette séquence-là? Parce que je trouve que c'est assez fabuleux. D'une part, c'est très bien fait par les journalistes. Et c'est assez rare ces moments dans la télévision française où on déjoue le dit off, c'est-à-dire où on laisse la caméra jouer quand même et on laisse les téléspectateurs voir ce qui se passe un peu derrière la caméra aussi. Que normalement, ils ne devraient pas voir. Normalement. Selon les hommes politiques. Selon les candidats, oui. Voilà, d'une part pour cette raison-là et d'autre part aussi pour cet effet de toujours en France, comment on veut se montrer, comment on veut montrer ses racines et son attachement à la ruralité. Ça vous frappe, ça? Vous avez l'impression que la campagne est très marquée par ça? Je trouve ça très, très français, en tout cas, que même les plus citadins se sentent attachés ou se présentent comme tels, oui, pour à cet attachement à la terre, au terroir. Pareil aussi au Salon de l'Agriculture, lorsqu'on pose les questions, par exemple à Nicolas Sarkozy, et alors la recherche contre les subventions agricoles et tout d'un coup on se trouve face à un paysan mais tellement attaché au terroir. À votre avis, ces racines terriennes de Bayrou, c'est une des raisons pour lesquelles je crois que vous êtes tous intéressés à Bayrou, là, il y a quelques jours, au moment où il a fait cette ascension assez spectaculaire dans les sondages de premier tour. La presse étrangère s'est précipitée sur lui. On a même vu sur CNN un reportage dans lequel il était dit qu'il était le probable vainqueur du second tour. Ces racines terriennes sont une des raisons pour lesquelles ça a beaucoup frappé les étrangers que vous êtes. Ben, il y a surtout le fait que en France aujourd'hui, l'intérêt pour la politique semble très dilué. On ne sent plus très bien les clivages. Les politiques s'en défendront, mais remarquez quand même au niveau des représentations, le Parti socialiste, c'est moins de 300 000 adhérents. L'UMP, qui est le plus grand parti, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, ne fait pas plus de 300 000 membres. Donc c'est quand même ridicule par rapport aux 40 millions d'électeurs qu'on a. Et je crois que c'est tout ce désintérêt, c'est c'est cet amalgame-là de causes qui ont fait que Bayrou a pu se frayer ce chemin vers la popularité. Davantage que sa personnalité propre, son côté paysan, son tracteur. Je ne crois pas que ça a été l'élément déclencheur, parce que bien avant le fait qu'il ait montré ses 2 tracteurs, il avait déjà une popularité bien assise, et je crois que c'est dû à cela. David ? Mais en fait, avant ça, il avait chevauché, avant de chevaucher un tracteur, il avait chevauché un cheval. Et ça faisait trop bourgeois d'avoir un cheval de course, et donc il est allé ensuite au tracteur. C'est-à-dire qu'il a réglé quand même sa communication par rapport à ce qu'il chevauchait. Et puis je pense que pour rester dans la ferme aussi, l'important c'est de paraître comme un mouton noir surtout. Le mouton noir, oui. Le mouton noir, c'est-à-dire Ségolène Royal, tant qu'il était le mouton noir du Parti socialiste, elle était adorée par les Français. Nicolas Sarkozy, tant que c'était le mouton noir du gouvernement, il était adoré par les Français, ainsi de suite. En France, il faut être mouton noir pour être aimé. Enfin, c'est l'impression qu'un... Oui. Et c'est vrai que pour rester un instant sur Bayrou, on a dit, c'est parce qu'il y a des intérêts peut-être pour la politique traditionnelle, la raison de cette ascension. C'est peut-être aussi en raison de sa personnalité propre, on ne sait pas. Il y a peut-être une troisième raison aussi qui peut l'expliquer. C'est la manière dont il s'en est pris frontalement depuis la rentrée dernière aux grands médias. Puisqu'il y a une séquence de télévision qu'on a beaucoup vue sous différentes déclinaisons tout au long de cette campagne, c'est le petit candidat mettant en scène, avec un certain talent, le mépris dont il est victime de la part du présentateur de télé. Une petite rétrospective. Ce qui est frappant, c'est que depuis des mois, il y a une orchestration médiatique pour essayer de faire croire aux Français que le choix est joué à l'avance et qu'ils n'ont plus que à se ranger derrière Nicolas Sarkozy ou derrière Ségolène Royal. Et les grands médias, vous le savez bien,
On vous reçoit, François Bayrou, on vous écoute on vous écoute ce soir et nous avions François Hollande sur ce plateau dimanche dernier. Donc vous savez, nous recevons tous les chefs de parti. Claire Chazal, vous êtes totalement innocent, naturellement, de ce qui se passe, et loin de moi, vous le voyez bien, l'idée de mettre en doute cette innocence vertueuse. Et on a le sentiment que les idées que vous défendez, on ne les entend plus ou on les entend mal. À quoi c'est dû ? Ça fait à peu près 1 mois et demi que vous me posez pour l'essentiel les mêmes questions, et les parrainages, et les sondages, et les petites phrases des uns et des autres sur le terrain. Quand on parle de logement, de santé, d'éducation, de recul de la pauvreté, de transport, de politique de la nature, il y a un peu moins de caméras, c'est vrai. Donc c'est une candidature témoignage. Écoutez, témoignage, qu'est-ce que vous en savez? On verra. Vous n'allez pas faire le coup du second tour, vous, quand même. Écoutez, c'est raisonnable, ça. Je vous trouve assez lucide et méprisante à la fois, pardonnez-moi. Non, mais non. Je veux dire quoi? Vous êtes une grande journaliste. Vous avez été une petite journaliste, au départ. Eh bien, considérez que peut-être que je suis un petit candidat, mais que quand on défend des convictions honnêtement, on n'est jamais un petit candidat. Vous changez de secrétaire général tous les 2 ans, donc on avait à peine eu le temps de s'habituer à Yann Verling. Vous ne m'énervez pas, vous m'accablez. Bon. Vous m'accablez parce que je trouve ça un peu piteux. Je vous le dis, non, je trouve ça un peu piteux. C'est qu'on parle de la campagne présidentielle et vous venez. Mais est-ce que si vous receliez Ségolène Royal, vous reviendriez sur le dernier congrès? Je vous dis, j'en ai assez de ça, parce que ce n'est pas le sujet. Vous venez de me dire qu'on allait parler de mon programme, mais on ne parle pas de mon programme. Non, mais là, on parle de vous et de votre campagne. Je vous parle de mon programme, d'accord? Non, moi, j'ai pas terminé. Donc, je m'en vais. Non. Les Verts, il y a un gros risque dans cette élection. Vous avez un gros risque de disparaître. Est-ce que c'est vous qui allez sauver l'espèce? Je trouve ça révoltant et scandaleux la façon dont vous vous comportez, en faisant semblant effectivement de saluer la courageuse Dominique Voynet alors que les Verts seraient si minables. Quand vous regardez ces images? Non, mais c'est certain que les journalistes français prennent beaucoup plus de liberté avec des candidats comme Dominique Voynet, à qui l'affrontement n'a pas été franchement bénéfique. Jusqu'à présent, elle n'a pas pu décoller de 1%. Mais ce qu'on devrait aussi remarquer, c'est que cette idée que ce soit seulement le service public qui soit concerné par le temps de parole, c'est quand même assez... C'est pas que le service public, tout l'audiovisuel. L'audiovisuel. Enfin, je veux parler des grands médias, les médias qui ont une large couverture audiovisuelle du service public. C'est vrai, c'est pas que le service public, mais la presse écrite et Internet ne sont pas concernés aujourd'hui. Et vous voudriez qu'ils le soient? Moi, je crois que ce serait une bonne idée. Ah bon? Parce que aujourd'hui, même si on limite le temps d'antenne à la radio et à la télé... Comment vous faites ça dans la presse écrite? Pardon? Comment vous faites ça dans la presse écrite? Non, je dis aujourd'hui... on peut le faire dans la presse écrite comme à la télé ou à la radio. On mesure au nombre de passages à la une ou au nombre de signes. Ah, vous voudriez qu'on fasse ça dans la presse écrite? C'est intéressant. Ce serait quand même plus intéressant. Ce serait quand même plus intéressant parce que malgré le fait qu'on ait limité de temps de parole, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les grands magazines... CSA et des téléjournaux aussi. Pourquoi pas? Ça sera plus simple? Non. Très sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant que l'on dise que l'audiovisuel a un temps de parole limité pour les candidats et qu'au niveau de la presse écrite, on n'en fasse rien du tout. Vous avez les magazines qui ont tous titré sur les grands candidats, aucun ne parle des petits candidats. Et vous voudriez qu'on réglemente tout ça? Alors, Magnus n'est pas du tout d'accord. On est dans l'ère soviétique ici. Tant qu'à faire, si c'est du soviétisme, arrêtons avec la télé également et la radio. Oui. Ça fait pas très moderne tout ça. Ouais, non, mais alors, ce qui veut dire que vous pensez au contraire qu'il ne faudrait pas le faire à la télé ou à la radio, et que la télé et la radio devraient rester libres de traiter... Complètement, oui. Oui, mais alors le résultat, vous le voyez bien, c'est qu'on accorderait une place énorme aux grands candidats et aucune aux autres. Oui. Et ça vous embêterait pas? Non. David, Dans la campagne, on parle en France beaucoup de réformes, et quand les hommes politiques français parlent de réformes, souvent ils invoquent l'étranger. C'est-à-dire qu'ils vantent les mérites du consensus social allemand, de la protection sociale des pays nordiques, et éventuellement le pacifisme de nos amis africains. Enfin bon, ils nous en fument comme ça. Je veux savoir quel regard vous portez-vous sur l'utilisation des expériences étrangères dans le vocabulaire politique français. Est-ce que pour vous c'est du flan? Est-ce qu'ils racontent n'importe quoi? Du flan? Je suis pas sûr que nos invités... Est-ce que pour vous c'est des histoires, des mensonges, n'importe quoi? Quand vous les entendez vanter par exemple le modèle suédois, vous entendez Ségolène Royal vanter le modèle suédois, vous reconnaissez votre pays ou vous avez l'impression qu'il est un petit peu idéalisé par les candidats pour les besoins de leur démonstration?
J'ai l'impression que chacun s'en sert un peu à leur sauce quand ça les arrange. Que Sarkozy va s'en servir de l'exemple scandinave s'il le faut pour avoir des contrats de travail plus élastiques. Ségolène va s'en servir pour dire qu'il faut plus de protection. Enfin oui, chacun s'en sert un peu comme un smorgasbord, comme on dit en suédois. Ce buffet où chacun clique un peu. Et les Suédois, vos lecteurs, ils sont flattés de servir de modèle comme ça, comme politique française. Oui, parfaitement comme tout le monde, on adore quand on parle de nous. Déjà ça peut faire un bon titre que Bayrou vient de dire ça ou Ségolène vient de dire ceci sur la Suède. Ouais. On n'est pas mieux que les autres de ce côté-là. Alors juste à propos de ce modèle suédois et des images des pays étrangers qui peuvent fasciner ou être exploitées par les hommes politiques, mais aussi par les médias. Un exemple, Julia, c'était sur M6 il y a quelques mois. Oui, ce sont nos confrères français qui se sont rendus chez vous de Magazine Capital et qui ont vu une transparence poussée jusqu'au moindre jus d'orange. Cécilia Garmet est reporter pour Expressen. Sa spécialité, les dépenses des ministres. Chaque semaine, elle épluche les comptes de l'un d'entre eux. Cécilia est accueillie par la responsable des archives du ministère. Une fonctionnaire qui n'a pas le droit de lui demander les raisons de son contrôle. Elle ne peut rien lui refuser, ni manifester sa mauvaise humeur. C'est écrit dans la loi. Le ministre doit fournir des notes de frais très détaillées. Jus d'orange pour 7 personnes. Ils ont mangé 2 gâteaux à 59 couronnes. Soit 6 € pour le goûter, mais il y a plus chic pour le dîner. Ils ont bu du chablis, saumon, saumon encore. Une telle transparence est très loin des pratiques françaises. À Paris, malgré nos demandes répétées, aucun ministère n'a répondu à nos questions sur les notes de frais. La transparence est vraiment poussée à ce point-là en Suède, ou là c'est la télévision française qui en rajoute un peu? Non, c'est vraiment comme ça. Non, d'ailleurs je la connais très bien, c'est la Garmet, c'est comme ça qu'elle travaille, oui. Et à contrario, ce que je trouve assez choquant, c'est dans cette même émission, on voit ensuite Madame Bachelot qui explique que lorsqu'elle était au ministère, il n'y avait aucun contrôle, mais zéro des dépenses, aucun plafond, rien. Et moi, de ma petite fenêtre suédoise, je ne vois pas comment vous pouvez l'accepter. Oui, comment on peut comprendre ça? C'est une question qu'on s'est souvent posée dans cette émission. Alors, on va terminer ce tour des images choisies par nos invités par un non-candidat qui est l'image choisie par notre invité camerounais, Julia. Oui, vous avez choisi l'allocution de Jacques Chirac dans laquelle il a annoncé qu'il ne briquera pas un 3e mandat. Mes chers compatriotes, au terme du mandat que vous m'avez confié, le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat. Alors vous, c'est ce moment-là qui vous a frappé. Pourquoi? Ça me frappe parce que c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils disent qu'il ne se présentera pas à la présidentielle. C'est pas vraiment une surprise de ce côté. Mais je reste quand même convaincu qu'il aurait eu toutes ses chances de se représenter. Pour une raison simple, c'est qu'on a un candidat aujourd'hui au Sénégal qui est nettement plus âgé que Jacques Chirac, c'est Abdoulaye Wade. Quel âge? Il a 80 ans. Ouais. Il a brigué la présidentielle pour une 2e fois. Il est passé au premier tour avec plus de 55% des suffrages. Et de mon point de vue, même si aujourd'hui Chirac a eu une présidence assez catastrophique sur le plan politique et peut-être même diplomatique, il reste quand même qu'il a eu un discours à la fin, notamment ce discours-là que nous avons suivi, qui lègue au moins un patrimoine moral, une espèce de testament politique. J'ai pas réussi à faire des choses. Il y avait une intention très franche. Oui, Wade est arrivé tard au pouvoir, alors que Chirac, il est là-dedans depuis 45 ans. Donc il en a dans les artères quand même. Hein. Sur cet éloge de l'âge en politique, vous êtes d'accord? Le problème, à mon avis, bien que nous, on a un Premier ministre qui a 40 ans, mais le problème n'est pas l'âge, c'est la durée. Il faut avoir eu plus de 50 ans en France pour avoir pu voter, pu participer à des élections où Chirac ne s'est pas présenté. Et ça frappe à l'étranger. L'usure de vos hommes politiques en Suède en général, qu'en personne c'était exceptionnel, il est resté 10 ans dans la politique au plus haut niveau. Mais sinon on change à peu près tous les 7 ans de tête. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce débat, sur
la longévité exceptionnelle du personnel politique français. Qui, effectivement, ils restent sur la scène politique 30, 40, 50 ans parfois. C'est quelque chose qui vous frappe ou Pour les Chinois, non, je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose de vraiment frappe. Tant que la santé va bien, tant qu'il peut vraiment réunion des gens autour de lui, tant qu'il peut donner un visage, un homme politique peut donner, c'est plus important de donner un visage de rassuré pour les Français, et puis rester, c'est les Français qui décident. Mais le même temps, pour les Chinois, c'est un peu dans le côté sentimental, parce que vous savez, les Chinois aiment beaucoup Chirac, et surtout, il connaît la Chine. Ça, c'est quelque chose... toucher les Chinois. Il connaît moins la Suède. Hein. Donc les Chinois... Il a fait quelques virées dans sa jeunesse. Oui, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Ce qui est drôle, c'est lentement, après cette décision, cet discours qui a été diffusé en direct en Chine, et sur certains journaux à Hong Kong, ils ont sorti des articles avec le titre « Un adieu sexy ». Donc, un adieu sexy. J'ai toujours pas compris pourquoi c'est sexy, pourquoi peut-être il a parlé plusieurs fois « je vous aime ». Ah ben voilà, c'est pour ça. Bon, c'est assez sentimental pour les Chinois. C'est des adieux très sexy, David. Moi, je voulais revenir sur vos choix respectifs d'images, parce qu'en fait, pour moi, vous avez choisi un peu des clichés sur la France, mais ces clichés, ils révèlent aussi les clichés qu'on a sur vos pays. Vous avez choisi une image de démocratie décomplexée, au vert, écolo, dans un pré, qui correspond grosso modo à l'image cliché qu'on a des Suédois, c'est-à-dire une démocratie décomplexée et plutôt bio. Non, je l'ai choisi parce qu'on voit très bien comment Bayrou se joue avec ce cliché. Ouais. Il y a ça aussi. Et puis vous avez choisi l'image du patriarche qui aurait pu en faire 10 ans de plus. Et grosso modo, dans les clichés que vous choisissez, vous confirmez les clichés qu'on a sur vos pays respectifs. Alors je sais pas comment on va sortir du cliché. Alors allez-y, pourquoi alors le cliché sur l'Afrique, c'est quoi? Le cliché sur l'Afrique, c'est notre camarade a dit finalement, Chirac, il aurait pu faire 10 ans de plus, il n'est pas trop vieux pour faire de la politique. Et effectivement, nous, notre cliché sur la politique, c'est qu'on trouve que grosso modo, sur l'Afrique, les dirigeants africains sont un peu longs au pouvoir, grosso modo. Il dure un peu trop longtemps. Je crois qu'il pas au Sénégal pour le coup, mais ailleurs. Non, mais ce que je dois dire pour le coup, c'est que la classe politique africaine s'est nettement plus rajeunie que la classe politique européenne ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 85 à 72. Non. Je crois qu'on est dans la classe de la cinquantaine maintenant. Ah bon? Vous prenez le jeune Faure et Adema au Togo. Vous prenez Kabila. Attendez, Yadema, il a quel âge Yadema au Togo? Il a 38 ans. Ah, le jeune, pardon, oui. Si on ajoute 38 ans du fils et l'âge du père, on dépasse les 150. Nous parlons de renouvellement de la classe politique. Aujourd'hui, en Afrique, la moyenne d'âge n'est pas au-delà des 50 ans. Je ne crois pas que ce soit le cas en Europe. Donc, je crois que sur ce plan-là, c'est pas tout à fait exact. Non, c'est intéressant ce que vous dites. Il faut que j'en parle avec mon psychologue. Voilà. Magnus va parler avec son psychologue, parce qu'il est bouleversé, parce qu'il a l'impression de reproduire les clichés sur la Suède. Chacun ses clichés, mais les clichés disent des vérités souvent. Merci à tous trois d'avoir jeté cet œil planétaire sur la campagne présidentielle française. Chloé Delhomme, on va terminer par vous, puisque vous êtes de retour parmi nous pour porter la parole des internautes du forum d'arrêt sur image. Tout à fait. Alors ces dernières semaines, les discussions portaient sur le forum sur les élections présidentielles, à l'instar de l'émission. Et en fait, les internautes n'étaient pas très satisfaits des choix de l'équipe dans les émissions de ces dernières semaines. Le mois dernier, durant 3 semaines successives, vous avez choisi donc de présenter le travail des journalistes envoyés en reportage en Ségolène, en Le Penny, en Sarkozy également. Donc voir un petit peu comment est-ce qu'il travaillait avec ces 3 candidats-là. Et je rappelle que Le Pen, à l'époque, n'avait pas encore ses 500 signatures. Ce qui fait que la sélection a été, aux yeux de certains internautes, injuste. Ils espéraient quelque chose de plus exhaustif, un panel plus large. Et dès la première émission qui ouvrait cette trilogie, un internaute remarquait très sérieusement s'il n'y a pas au moins un arrêt sur image sur la médiatisation ou son absence à propos des autres candidats, notamment Dominique Voynet qui a été ministre, je serais vraiment très déçue. Et cette personne-là, effectivement, ce n'était pas la seule, je cite un autre forumeur. Au cours des dernières semaines, Arrêt sur image a orienté ses émissions sur le traitement médiatique de 3 candidats à l'élection présidentielle. Arrêt sur image a-t-il pris le parti de ne pas trop évoquer le candidat Bayrou? Et pour quelle raison? Et surtout que la semaine dernière, le dossier qui s'appelait présidentiel, les questions qui fâchent, c'est vrai que vous êtes intéressé exclusivement à Sarkozy et à Ségolène Royal, en fait. Et d'où la circulation
de rumeurs ou disons d'hypothèses plutôt, d'hypothèses sur le forum. Donc, le complot. Le complot, voilà. Non, mais c'est intéressant, je pense, ce sera important que vous y répondiez. Donc un premier poste qui va dans ce sens-là encore. Il faut croire que seuls 3 candidats et demi sont dignes de la lorgnette assienne. Assienne, ça vient de arrêt sur image. Je précise pour les téléspectateurs qui ne sont pas forcément familiers du jargon du forum. Voilà, c'est assienne. Et les assienneux. Le demi revenant aux très rares évocations du candidat Bayrou, malgré une actualité qui ne manque pourtant ni d'images, ni d'articles, ni de sondages en tout genre, sans parler des autres candidats relégués à une quasi-inexistence. Et un internaute rebondissait en livrant son analyse parce que pour certains, en fait, ce silence sur Bayrou, soit ça le dessert, soit en fait c'est pour le protéger. Et donc un autre internaute parlait d'un traitement de faveur qui était fait à Bayrou en le passant sous silence. Donc voilà. Faudrait savoir. Il y a les deux. Mais je veux dire, c'est un forum, donc justement, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que si vous pouviez nous expliquer ce choix, pourquoi uniquement Sarkozy, la Ségolène et la Le Penny, pourquoi pas les autres, et par rapport aux questions qui se posent sur Bayrou, si vous pouviez aussi nous éclairer, parce qu'il y a polémique. Oui, non, mais ce qui me frappe, c'est ça, parce que moi aussi je suis allé sur le forum et j'ai bien lu j'y vais régulièrement d'ailleurs, et j'ai bien lu ce reproche, et ce qui me frappe, c'est qu'il y en a autant pour dire, vous n'avez pas parlé de Bayrou, c'est donc que vous êtes des bayrouistes, vous roulez pour lui, vous voulez pas le critiquer, vous voulez rien dire de désagréable sur lui. Et de l'autre côté, c'est vous n'avez pas parlé de Bayrou, vous le passez sous silence, mais pourquoi? C'est un candidat comme les autres. Bon, c'est pour ça la courroie de transmission que je suis veut éclairer. Eh bien, on va avoir une courroie éclairante, mais je vais essayer d'être éclairé par la courroie. C'est pas ça. Je vais vous faire la même réponse que souvent, c'est-à-dire que nous choisissons nos sujets non pas en fonction de la personnalité de la personne, du candidat mis en cause, mais en raison de l'intérêt que ça présente. En l'occurrence, les rapports de Sarkozy et des journalistes qui le suivent nous paraissaient très intéressants parce qu'on avait de nombreuses indications selon lesquelles il y avait quand même des traces de connivence, de proximité, de chaleur qui étaient relativement troublantes, et je pense qu'on a eu vraiment une émission exceptionnelle là parce qu'elle a permis de révéler. À l'inverse de l'entourage journalistique de Ségolène Royal, nous parvenaient des rumeurs de crainte, d'effroi, de rapports un peu difficiles et un peu crispés comme ça entre la candidate et certains des journalistes qui la suivent, et on a voulu éclairer ça, et là encore je crois c'était intéressant. Sur Le Pen, notre angle, c'était comment traite-t-on ce candidat quand on est, comme souvent, en désaccord fondamental sur des points très forts avec les thèses qu'il défend. Donc ça nous paraissait intéressant d'éclairer ça. Et je dirais que les autres, on n'a juste pas voulu faire la liste des 6, des 8, des 12 ou des 16 autres, parce que ça nous paraissait moins intéressant sous cet angle-là, ce qui n'a pas empêché Yulia d'aller suivre une journée de campagne de François Bayrou à Metz. On a fait un reportage. Bayrou a quand même été le seul candidat qu'on a reçu en personne sur le plateau, c'était à l'automne dernier, au tout début, quand il est entré de manière fracassante comme ça dans la critique des médias en prenant Claire Chazal bille en tête. Donc je dirais qu'on a eu du traitement sur mesure pour chacun. Mais pourtant, là, dans cette émission-ci, ce qu'on voit, les images qu'on a vues sur Dominique Voynet ou sur Besancenot, justement, on voit bien qu'il y a un traitement médiatique qui était intéressant à traiter. Ne serait-ce que le mépris avec lequel Voynet était traité dans l'extrait qu'on a vu. Donc, il y aurait peut-être eu moyen. C'est juste que vous vous êtes dit, allez, ce sont des trop petits candidats, on ne va pas passer. Vous auriez pu faire une 4e émission, peut-être aussi, en traitant un petit peu des autres. On aurait pu le faire plus tôt, vous avez raison. Disons qu'on l'a fait aujourd'hui. Très bien. Alors je vais passer à un deuxième point qui est plus anecdotique, qui se passait la semaine dernière dans l'émission consacrée donc aux questions qui fâchent dans la présidentielle. Vous aviez invité Jean-Jacques Bourdin, qui est rédacteur en chef de RMC Info et qui a pour spécialité de demander aux candidats le nombre de sous-marins français en activité. Sur votre plateau, Jean-Jacques Bourdin affirmait que le pays en possédait 7, contrairement aux chiffres avancés par la Défense nationale. On va voir l'extrait. Vous dites 7, oui. La Marine nationale dit 4. Voilà, il y a un petit fascicule officiel. Comment ça, officiellement? Officiellement. Parce que qui vous dit que nous n'avons que 4 sous-marins lanceurs d'engins? Mes informateurs au ministère m'ont laissé entendre qu'il y avait plus de sous-marins que cela. Mais clandestins. Sous-marins qui ont été fabriqués et qui seraient... Alors moi, j'attends des dont les crédits n'ont pas été votés par le Parlement. J'attends... Qui n'ont pas de nom.
J'attends des démentis officiels. Scoop sur le plateau d'arrêt sur image. Je ne sais pas. Attendez, je ne peux pas l'affirmer. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Oui, donc en fait, une internaute de Cherbourg est venue sur notre forum commenter ce scoop en disant « Ce monsieur Bourdin est incompétent en matière de sous-marins, il devrait visiter l'arsenal de Cherbourg, il faut des années et des milliards pour construire un sous-marin qui est un équipement ultra sophistiqué. Il est inimaginable d'en construire en douce et de faire naviguer des sous-marins fantômes, c'est ridicule. » Alors, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est est-ce que vous trouvez ça ridicule aussi? Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé... vous l'avez... Ah, vous trouvez que je le laisse? Vous n'avez pas fait de démenti clair, vous l'avez, parce que c'était un joli moment de télé d'avoir Bourdin qui fait sa sortie de route sur ces sous-marins qui n'existent pas, où il soutient... Non, mais enfin, moi, j'ai pas de démenti clair à faire, si vous voulez. Quand vous êtes face à quelqu'un, évidemment, je trouve que c'est une énormité. C'est une énormité de dire il y a des sous-marins clandestins, il y a des sous-marins fantômes, c'est une énormité absolue. Mais quand vous avez quelqu'un qui, sur votre plateau, sort une énormité comme ça en face de vous, le meilleur moyen, c'est de faire ressortir cette énormité en lui posant des questions. Je lui pose deux questions. Je lui pose une question sur les crédits du Parlement. Comment est-il possible de construire des sous-marins sans que les crédits soient votés par le Parlement? Et je lui pose une question sur les noms de ces sous-marins. Ils ont tous des noms, les vrais. Donc, alors les sous-marins fantômes, ils ont des noms, ils n'ont pas de noms. Et franchement, je ne pense pas, ou alors démentez-moi, qu'un seul internaute ait regardé l'émission troublé par les révélations de Jean-Jacques Bourdin, en train de se demander, mais c'est vrai, après tout, est-ce qu'il n'y aurait pas des sous-marins fantômes? Je pense pas. Si, Beaucoup, il y a eu sur des le forum, un peu avec des blagues. Il y a des internautes qui croient aux sous-marins fantômes? Qui se posent la question, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais vous l'avez invité en fait pour le coincer, parce que vous saviez que c'était n'importe quoi son histoire de 7, et donc vous aviez envie que ce soit sur arrêt sur image qui se prenne le mur? Non, on l'a invité avant, on l'a invité parce qu'il a vraiment créé l'événement par ses interviews, par ses questions sous-marinières à Royal et à Sarkozy, et c'est vrai qu'on savait avant qu'il vienne qu'il était sur cette position de dire oui, j'ai pas tort, il y a 3 sous-marins fantômes, et on s'est dit, on va lui poser la question. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'inviter, mais on l'a pas invité pour ça. Très bien. Ce qui était énorme dans cette séquence, c'est qu'il a dit qu'il avait préparé ses questions quiz la veille. Et s'il les avait préparés, il les avait instruits. C'est-à-dire qu'il avait contacté ses informateurs et ses sous-marins et ses trucs en loose day pour préparer une question la veille d'une interview. C'est là où moi je suis pas, je me pose des questions. Chloé, c'est tout? Oui, c'est très bien, tout. merci. C'est moi qui vous remercie. Au mois prochain, Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h40. Au revoir à tous.